Donc, moi, c'est Sue Duguay. Je suis étudiante en droit à l'Université de Moncton. Je dis ça pour vous faire peur en début, puis après, vous allez commencer d'où je viens. Vous allez comprendre d'où je viin. Mais je viens de finir un mandat à la FGCF, puis j'ai passé par la FGFNB aussi, à la présidence au conseil de direction d'administration de façon générale. Ça fait que j'ai eu la chance pendant à peu près 10 ans à faire des rencontres politiques, pas du lobbying, parce qu'on n'est pas enregistré en tant que groupe de lobbyistes, mais à faire des rencontres politiques. Ça fait, je pourrais partager des expériences puis des apprentissages que j'ai eu aussi à faire de la politique en tant que jeune. Je pense que c'est ce que je peux vous partager. Puis, c'est ça. Moi, c'est Maxime Bourgeois. Donc, assurez-vous de bien le noter. Puis juste m'assurer, Sophie avait mentionné que la machine politique faisait du sens. Je veux juste m'assurer que je suis à la bonne place parce que des fois, ça ne fait pas toujours du sens. En tout cas, moi, c'est ça, Maxime Bourgeois. Puis j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. J'ai fait un bac en développement international, ensuite un bac en droit. J'ai mon propre petit bureau d'avocat à Memramco. Puis au niveau politique, j'ai commencé à m'impliquer plutôt au niveau provincial en premier, comme membre du Parti libéral. Puis j'étais aussi le candidat libéral pour la circonscription Memramcook-Tantramar l'année dernière. Puis malheureusement, j'ai perdu, j'ai fini deuxième, mais là, pas plus que 8 mois après, je me suis présenté pour la mairie de Memramcook et j'ai gagné. Donc ça, je pense que je vais pouvoir apporter un petit peu une perception, une perspective de la politique provinciale et municipale. Puis je suis très, très ouvert, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions au fur et à mesure. Cool. C'est ça. J'ai essayé de penser comment est-ce qu'on résumait une rencontre politique, comment est-ce qu'on donnait des tips and tricks sur des rencontres politiques sans que ce soit plate, là, parce qu'on aurait pu vous donner des livres à ce sujet-là ou ce genre de trucs-là. Mais bref, le premier truc que j'ai à vous donner, qui a été un apprentissage, comment je dirais, difficile de ma part, c'est de se souvenir des noms des gens en politique de façon générale, parce que c'est important pour tout le monde de savoir qu'on est reconnu, mais c'est important, comment je dirais, ça crée des dynamiques de discussion intéressantes. Puis la raison pourquoi je vous souligne ça, c'est parce que je me souviens avoir rencontré la ministre Joly, puis c'est une de mes histoires préférées. Rencontrer la ministre Joly, quand j'ai arrivé à lui dire bonjour, j'ai blanqué, j'ai complètement oublié son nom. Puis, j'ai juste eu le réflexe de l'appeler Madame la ministre. Puis ça, c'était correct, mais ça a créé, comment je dirais, ça crée comme un petit peu de awkwardness parce que quand tu rencontres un élu, l'objectif, c'est que tu sais qui tu rencontres. Ça, c'est le premier tip que je vous donne parce que je trouvais que c'était un petit peu loufoque de savoir à se souvenir des noms. C'est ça, premier objectif. Mais sinon, de façon plus sérieuse, il faut savoir pourquoi vous vous rendez là. Puis ça, c'est un truc que je trouve hyper important parce que si vous vous impliquez avec le réseau associatif jeunesse, vous allez avoir des opportunités de vous impliquer en politique. Puis, naturellement, vous allez être apporté dans des scénarios où, comment je dirais, dans des scénarios où vous aurez à faire de la politique sans nécessairement que ce soit un choix individuel dans le sens où c'est pas vous qui menez un projet seul, vous le faites avec un groupe. Des fois, on peut être un petit peu dragué dans des rencontres politiques. Puis ça ne me dérange pas de vous dire ça parce que ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Puis ça, c'est la réalité de faire partie d'un organisme. Même si vous ne présidez pas un organisme, même si vous n'êtes pas la personne déléguée ou même si vous n'êtes pas la personne responsable de leader la rencontre politique, si vous assistez à une rencontre politique, il faut que vous sachiez pourquoi vous êtes là. Peu importe c'est quoi le dossier, je dirais mes premières rencontres politiques, ça s'est vraiment passé sur l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans, puis l'éducation civique en salle de classe. On a commencé ça, je pense, en 2014 à peu près. Dès le départ, ce n'est pas moi qui menais ces dossiers-là. Mais quand on assistait à des rencontres politiques, j'y étais. Je m'assurais de peut-être pas maîtriser les dossiers parce que ce n'était pas ma tâche de les maîtriser, mais il faut bien les connaître. Il faut que vous sachiez c'est quoi les principaux arguments que vous menez à la table, c'est quoi vos principales raisons d'être à la table. Ça fait, évidemment, là, on s'entend que si c'est pour l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans, il faut savoir qu'au Nouveau-Brunswick, on a une loi, puis au Canada, on a des lois qui autorisent le droit de vote à un certain âge, que ça ne rejoint pas les jeunes de 16 ans. La dynamique la partie, je dirais, où on parle de l'éducation civique, il faut comprendre d'où ça vient. Ça fait, dans notre cas, on parlait d'éducation civique parce que, puis là, vous l'avez encore, ce débat-là ici, mais on parlait d'éducation civique parce qu'on a des cours de formation personnelle et sociale au secondaire qui nous apprend à peu près rien par rapport à notre devoir citoyen. Il faut comprendre cette historique-là, il faut savoir d'où ça vient. Puis
Puis, il faut aussi savoir les différentes visions, les différentes perceptions du projet que vous représentez. Ça fait, à moins que vous êtes des gens incroyablement, comment je dirais, powerful, vous n'allez pas aller là en votre nom personnel la plupart du temps. Vous allez y aller pour représenter un groupe d'intérêt. Puis si ça donne que vous représentez la jeunesse néo-brunswickoise d'expression française, bien, il faut que vous ayez une idée de c'est quoi les différentes perceptions, les différentes visions de la jeunesse d'expression française au Nouveau-Brunswick à l'égard de l'abaissement du vote à 16 ans. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est l'organisme que vous représentez a des objectifs clairs, déterminés, qui est le message général pour la jeunesse du Nouveau-Brunswick. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand vous allez arriver devant un élu ou une élue, ils vont vous ramener à des histoires de terrain très souvent parce que c'est du monde qui est sur le terrain avec leurs citoyens et citoyennes. Puis je me suis déjà vue en rencontre quelqu'un qui me faisait référence à « Oui, toi, tu me dis ça, mais dans ma circonscription, les jeunes me disent le contraire. » Ça veut faut être prêt un peu à cette idée-là de « ça se peut qu'on vous contredise sur vos propres faits ou sur vos propres expertises. » Puis, ce n'est pas dans l'objectif de vous mettre dans le pétrin, c'est vraiment par intérêt, ou du moins moi, j'ose croire que c'est par intérêt de la politicienne ou du politicien, de comprendre qu'est-ce qui se passe puis de vouloir trouver une solution à ça. Ça fait fou, il faut vous assurer de maîtriser le dossier, de vous souvenir du nom de la personne que vous rencontrez, puis de comprendre les différentes dynamiques sociales par rapport au dossier. Je pense que le point le plus important dans une rencontre politique, c'est de savoir que la personne que vous rencontrez, même si on vous dit que c'est des machines qui fonctionnent dans des machines, dans un système qui fonctionne bien des fois, c'est des humains à la fin de la journée que vous avez devant vous autres. Okay? Puis Maxime pourra vous en parler, là. Mais quand vous rentrez dans le bureau d'un élu, la plupart du temps, vous n'êtes pas la première personne à qui il parle cette journée-là, puis vous n'êtes certainement pas la première personne à qui il parle pendant leur mandat, puis vous n'êtes certainement pas la première personne à demander justice ou à demander à ce que des actions soient prises pour un groupe. On s'entend, là, il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes qui ont soit des organismes de lobbying ou des représentants des lobbyistes de façon générale, ou des personnes qui s'occupent de leur représentation politique. Ça fait... Assurez-vous de vous donner la chance d'apprendre à les connaître à l'avance. C'est toujours intéressant, mais aussi au début, dépendant comment longtemps que vous avez en rencontre, ça peut être permis. J'ai une de mes rencontres préférées. En fait, j'en ai deux. J'en ai une que c'est pas une fun histoire, puis l'autre, c'était un petit peu intéressant. La première, on a rentré dans un bureau d'un député qui aimait jouer au golf. Mais ça, c'est un classique, là, c'est correct. Mais en rentrant dans le bureau, il y avait un petit, tu sais, comme pour pratiquer les putters, là, il y a comme des petites strips vertes là, de gazon, puis en tout cas, il jouait, il se pratiquait, puis ça, je respecte ça parce que, tu sais, c'est des passions qu'on a tous et toutes. Mais on avait une rencontre de 20 minutes, puis la seule chose qui nous a parlé d'eux, c'était son petit morceau de gazon pour pratiquer le golf. Puis, je suis obligée d'en rire parce que c'est même pas comme si c'était une de mes premières rencontres politiques. On avait de l'expérience, tout le monde qui était là. On essayait vraiment de ramener la discussion à ce que... tu sais, on était là pour parler d'un dossier X. Puis, à chaque fois qu'on essayait de le ramener à la table, ça finissait d'une façon ou d'une autre d'avoir rapport à son petit, tu sais, instrument de pratique de golf. Je pense que là, on a eu affaire soit à un individu qui était complètement épuisé de sa journée, qui est très possible, ou à quelqu'un qui n'avait tout simplement pas intérêt à notre dossier. Puis ça fait mal, mais c'est correct. D'un autre bord, par exemple, j'ai déjà une rencontre, puis si vous continuez à vous impliquer, vous vous rendez au niveau national, vous aurez peut-être la chance de le rencontrer. Simon aura certainement la chance de le rencontrer cette année, ça faisait comme un petit heads-up. J'ai eu la chance de rencontrer M. Chefki, qui est ministre, secrétaire parlementaire au niveau fédéral tout de suite avec le gouvernement Trudeau. Peut-être plus, en fait, avec ce qui s'en vient pour des élections, mais bref. Chefki qui était secrétaire parlementaire de la jeunesse au Canada. Puis, les premières rencontres qu'on a eues avec lui, il aimait beaucoup nous parler de son histoire, qui était le fait qu'il avait fait partie d'un boys band.
Mais il était très fier d'avoir fait partie d'un boys band. Il y avait des articles sur son mur, puis ce genre de trucs-là. Puis ça peut sembler redondant ce que je suis en train de vous dire, mais c'est important parce qu'après ça, à chaque fois qu'on l'a rencontré, on avait un brise-glace qui faisait référence à des jeunes groupes de musique que je connaissais. Je lui demandais s'il avait entendu parler de X, Y, Z. À chaque fois, j'essayais de trouver un nouveau groupe de jeunes musiciens et musiciennes qu'on avait au pays. Comme ça brisait la glace, on savait qu'on était humains, qu'on avait des intérêts. Puis en même temps, je faisais écho à notre membriété à la FJCF, qui était justement la Jeunesse canadienne d'expression française, qui avait des groupes un peu partout au pays. Ça, c'est un exemple parfait de réaliser qu'on a un humain en avant de nous qui a des intérêts, puis avec qui on peut développer des relations un peu, je ne veux pas dire intimes, parce que ce n'est pas nécessairement, mais c'est plus personnel que juste arriver là, puis imposer un agenda à l'autre personne sans qu'il y ait de dialogue, puis d'intérêt mutuel, on devrait dire. Ça fait, si on veut que l'autre personne dans la discussion ait intérêt à ce qu'on dit, bien, il faut que nous, on ait intérêt à la personne devant nous aussi. Puis, on peut rapidement avoir le réflexe de se protéger quand on vient à faire avec des politiciens et politiciennes, parce qu'on nous dit toujours que c'est des chanteurs de pommes. Bref, les histoires se font longues, là, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais il ne faut pas avoir cette mentalité-là quand on rentre en rencontre politique, parce que sinon, ça veut dire que vous ne croyez pas au processus. Puis si vous faites des rencontres politiques, ça veut dire que vous croyez au processus de la rencontre politique. Je ne veux pas dire lobbying, là, mais en bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait, on respecte le processus démocratique, on se souvient des noms, on s'assure qu'on maîtrise les dossiers ou qu'on comprend ce qu'on va adresser à la table. On se souvient que c'est un humain qu'on a devant nous, puis on essaie d'en apprendre par rapport à son sujet. Je dirais pour ça aussi, le Parlement canadien a vraiment un beau site web qui vous fait c'est comme un Pokémon card pour les élus. Il y a toute la description, on a leur âge, le nombre d'années qu'ils ont siégé au Parlement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Ça nous donne un peu une petite bio en fait. Ça c'est un bon site à se référer. Au Nouveau-Brunswick, on en a la bibliothèque du Parlement au Nouveau-Brunswick est comme surchargée. Ils ne sont pas toujours à jour, mais le perk d'être dans une province, c'est que c'est plus petit et c'est plus facile d'avoir accès à de l'information par rapport à nos représentants. Les chances sont que vous connaissez quelqu'un de cette circonscription-là, puis les chances sont que vous pourrez apprendre à en connaître par rapport à ces gens-là. Si vous avez besoin d'informations sur Maxime, à un moment donné, vous faites comme « Ah, Sue le problème, Sue pourra me donner des informations », vous faites un petit feedback, vous allez voir Maxime. Vous avez du background story, puis vous êtes capable de starter une bonne histoire quand vous rentrez là, d'établir contact, puis d'avoir une bonne rencontre. Vous comprenez? Ça, je dirais que c'est un élément extrêmement important. Après ça, c'est la partie un peu plus plate, mais c'est la partie administrative des rencontres que vous allez avoir besoin de faire. Ça prend un preneur ou une preneure de notes. Parce que comment je dirais? Quand la discussion va bien, là, on a le sentiment qu'on va se souvenir de tout ce qui a été dit forever and ever. Mais la réalité, c'est que vous allez être deux personnes ou quelques personnes dans une même salle qui sont extrêmement occupées puis qui vont complètement oublier qu'est-ce qui s'est passé pour plein de différentes raisons. Du côté de l'élu, ça risque d'être parce qu'ils ont plein d'autres rencontres dans la journée puis que ça va tomber un petit peu dans les cracks du bureau si ce n'est pas un hot topic pour eux. Mais j'ai espoir. Sinon, de votre bord, si ça fait partie de vos premières rencontres politiques, il risque d'avoir un petit mélange d'adrénaline dans cette rencontre-là qui fait en sorte que vous êtes un peu sur un high dans votre rencontre, que tout va bien, vous parlez, ou que ça ne va pas trop bien, vous trébuchez un peu, vous venez stresser. Puis des fois, on oublie quand on est dans le jus de l'action. Ça prend quelqu'un qui s'occupe de prendre des notes pour s'assurer que nous, on n'oublie rien, puis pour s'assurer qu'à la fin, après la rencontre, c'est pas moi qui s'occupais de ça nécessairement, mais je dirais moins que tu veux que ça, dans les prochaines 48 heures à peu près, on envoie un résumé de la rencontre à l'élu. Un résumé que nous, on a conservé dans nos archives organisationnelles, puis qu'on envoie aussi à titre de remerciement. On dit merci beaucoup. Dans la lettre, on souligne tous les points qui ont été soulignés, puis les promesses qui ont été faites. Ça ne va pas souvent arriver des promesses en rencontre politique parce que c'est la réalité des choses. Ils ne veulent pas faire des promesses
à tout bout de champ sans pouvoir les accomplir. Mais s'il y aurait des engagements qui sont entendus en rencontre, important de le souligner. Ça fait, dans la lettre de résumé, on a ça. La bonne nouvelle, c'est que vous risquez de faire vos premières rencontres politiques à l'aide d'organismes comme la FGFNB qui sont hyper bien entourés. Ça fait que vous aurez des employés pour vous aider à ce niveau-là. Mais je vous dis ça parce que ça ne veut pas dire que les employés seront là pour prendre les notes. Ça fait, dépendant du format de vos rencontres, assurez-vous, c'est ça, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de prendre les notes, même si c'est juste des petites gribouilles là pour la fin. Puis, c'est pas mal ça que moi j'ai à vous donner comme recommandation. Il y a des petits comme, je sais pas là. Je pourrais en fait vous parler du fait que vous allez être jeune à faire des rencontres politiques. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant. C'est pas souvent qu'on voit, puis vous ne serez pas lobbyiste parce que vous n'êtes pas enregistré comme des groupes de lobbyistes. Ça fait prenant à la légère le mot lobbyiste que je vais utiliser. Mais les gens vont trouver ça cute d'avoir des jeunes lobbyistes dans leur bureau ou écœurant. Okay? Vous allez faire face à deux différents genres de personnes, ça, je vous le garantis. Ça fait, c'est soit qu'ils vont faire comme « Ah, la relève de demain » ou comme « T'en as qui ont compris le message, qui vont faire comme « Bon, des leaders d'aujourd'hui ». Puis, t'en as d'autres qui vont simplement aucunement avoir intérêt puis qui ne vont pas vous légitimiser à titre d'individu parce qu'ils ont pour leur dire que vous êtes jeune puis que vous ne comprenez pas la politique. Puis ça, c'est juste, je vous le dis à l'avance pour que vous soyez prêts mentalement à faire face à ces genres de rencontres-là. Mais pour ça, la seule chose que moi, je peux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas contrôler ce que vous n'avez pas contrôle dessus. Puis à la fin de la journée, la seule chose que vous êtes capable de contrôler, c'est votre façon d'agir, c'est vos interactions, puis c'est votre maîtrise du dossier. Ça fait, assurez-vous d'avoir des bons briefings. Vous aurez probablement la chance d'être entouré d'employés qui pourront vous donner une mise en contexte par rapport au dossier. Ça fait soit un historique de l'évolution du dossier, soit une mise à jour de ce qui se passe à l'Assemblée législative, à la municipalité ou au Parlement par rapport à ce dossier-là. Est-ce qu'il y a des projets de loi qui ont été déposés à des trucs similaires? Est-ce qu'il y a d'autres partis qui ont déposé des projets de loi par rapport aux thématiques que vous souhaitez aborder? Ce genre de choses-là, c'est extrêmement important. Si vous connaissez ça, puis vous arrivez dans un bureau, que vous arrivez, peu importe où vous arrivez pour avoir une rencontre politique, peu importe si la personne au bout de la table vous trouve cute, vous trouve tannante ou vous trouve illégitime d'être là pour votre âge, vous savez que vous maîtrisez le dossier puis que vous savez de ce que vous parlez. Puis, c'est la seule chose que vous pouvez faire à ce niveau-là. Je sais que c'est un petit peu déstabilisant, là, mais c'est la réalité de la chose. Puis, je dirais, ça c'est un autre truc que Maxime vous parlera d'après, c'est aussi de connaître le processus à la promesse que vous apportez. Alors, c'est pas la promesse, désolé, à la thématique. C'est pas parce que vous apportez une thématique que vous avez nécessairement un plan d'action. Par exemple, si on milite pour qu'un gouvernement fasse des investissements quelconques en la santé mentale de la jeunesse au Canada, par exemple, la FJCF travaille à ce niveau-là. C'est pas à vous d'arriver dans une rencontre politique puis d'avoir un budget préétabli ou prédestiné pour un gouvernement en disant « voici le budget qu'on veut que vous mettez en place ». C'est absolument irréaliste. Puis des fois, vous allez avoir à faire face à des élus qui vous posent des petites questions comme ça pour essayer de remettre en question un peu ce que vous dites. Ou pas, peut-être que c'est par bon intérêt, par bonne intention, mais ça peut être déstabilisant. Ce n'est pas votre tâche de dessiner ces budgets-là. Les gouvernements sont payés à faire ça. L'idée, c'est que vous arrivez là avec une thématique qui est claire, qui est précise. Vous pouvez brainstormer avec l'élu en question, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est juste que ce n'est pas à vous d'avoir des réponses finales. Mais vous arrivez en rencontre, vous avez un projet clair, vous êtes légitime parce que vous représentez la voix de la jeunesse, puis il n'y a personne d'autre qui peut faire ça sauf les jeunes. Puis, c'est ça, vous prenez conscience de l'espace que vous occupez en société sans non plus empiéter sur ce qui ne vous appartient pas en termes d'espace. Ça veut dire, je dirais, c'est pas mal ça, mes tips. Pour résumer, souvenez-vous des noms. Ça, c'est vraiment la première étape. Assurez-vous de maîtriser votre dossier. Je ne peux pas suffisamment mettre d'emphase là-dessus. Vous connaissez avec qui vous faites affaire. Puis, il y a un preneur de notes à la table.
puis vous êtes confiant du travail que vous avez fait en préparation ou peu importe. C'est ça. Puis vous comprenez à peu près le processus. Je m'excuse, c'était ça mon objectif, j'ai décollé sur une tangente. Connaître le processus dans le sens où si vous arrivez puis vous demandez à un gouvernement de faire des coupures ou de créer, par exemple, qu'est-ce qui serait un bon exemple? Si on demande au fédéral, OK, petit point d'information. L'éducation, c'est un dossier du gouvernement provincial. OK? Mais nous, au niveau fédéral, ça fait plusieurs années, au niveau national, ça fait plusieurs années qu'on parle du fait, puis vraiment beaucoup d'années, qu'on parle que ça serait intéressant d'avoir un ministère ou un secrétariat responsable de l'éducation au niveau national, parce que ça pourrait stabiliser un dossier, puis on pourrait avoir une égalité d'accès à l'éducation un peu partout au pays. Bref, c'est un gros dossier, mais en tout cas. Mais on ne peut pas apporter une promesse comme ça à un élu en disant, comme si c'était bien léger, là, ajoutez-nous un ministère de l'Éducation au niveau fédéral. Parce qu'il y a des compétences provinciales et des compétences fédérales qu'on ne peut pas mélanger parce que les provinces n'aiment pas ça, avec raison. Puis c'est lourd comme tâche. Ça, c'est le genre de dossier où il faut comprendre le système dans lequel on vit, parce que sinon, vous aurez de l'air un petit peu non préparé si vous arrivez à un élu et vous leur disiez « on veut un ministère de l'Éducation fédérale ». Ils risquent de rire dans votre face parce que c'est très difficile à accomplir. Alors, il faut apporter des step by step si on veut de façon réaliste. Puis c'est ça. C'était ça le dernier point que je voulais vous mentionner. Puis si vous avez des questions, tantôt. Tough act to follow. Elle en a dit beaucoup. Puis peut-être avant de passer, parce que j'en ai parlé un petit peu de la différence entre provincial et municipal, mais avant de passer à ce niveau-là, je vais faire un petit peu de pouce sur certaines choses que soient mentionnées. Vous souvenir du nom, c'est hyper important. Moi, j'ai la pire mémoire pour les noms. Mais peut-être des petits trucs. Moi, je suis très pourri à me rappeler des noms des personnes, mais je suis bon à me rappeler des noms de famille. Donc, je vais toujours dire comme M. Boudreau ou Mme Savoie ou peu importe. Puis là, ensuite, c'est quoi ton petit nom encore? Donc, ou encore, si vous ne vous rappelez pas de la personne, vous pouvez toujours faire le lien comme êtes-vous pas le ministre de, ou des choses comme ça. Donc, il y a des petits trucs que si vous ne vous rappelez pas de nom, si vous êtes comme moi, il y a des petits trucs que vous pouvez quand même faciliter ou intégrer la conversation plus facilement. Maîtriser les dossiers, c'est super important aussi. Parce que si vous présentez quelque chose, la personne s'y connaît plus que vous autres, ça regarde mal pour vous autres, c'est certain. Donc, vous n'êtes peut-être pas les. Si vous apportez des arguments, puis c'est ça, la personne connaît mieux le dossier, ça ne regarde pas super bien. Une chose que vous devez vous rappeler aussi, c'est que tout le monde a des bonnes idées. Cette personne-là va recevoir une tonne de propositions de projets. Donc, c'est comment présenter votre projet pour être vendeur. Il y a vraiment, il ne faut pas, surtout par exemple, si vous vous approchez un membre d'un certain parti politique, il y a une certaine philosophie souvent qui est attachée à ce parti politique-là. Puis, tout peut être spiné pour être vendu. Si je prends par exemple l'exemple justement du ministère de l'Éducation, si on représente, si on veut proposer un ministère de l'Éducation au niveau fédéral, puis on parle à un ministre ou à un député fédéral, on va lui dire, ça va permettre aux députés, au gouvernement fédéral d'avoir un contrôle plus important sur la distribution des fonds, puis sur le système d'éducation au niveau national. Mais si on parle au niveau provincial, c'est déjà eux qui ont le contrôle sur le ministère, le domaine de l'éducation. Donc, on peut le spinner en disant que ça va faciliter la collaboration avec les autres provinces, par exemple. Donc, il y a toujours une manière de présenter le projet selon le contexte, selon la vision de l'individu, la vision de l'organisme en tant que tel, si c'est fédéral, provincial, municipal, dépendamment de la vision aussi du parti politique aussi. Il ne faut peut-être pas avoir des préjugés, par exemple, parce que même si quelqu'un fait partie d'un parti politique, ça ne veut pas dire qu'il adhère à toutes les choses que le parti présente. Mais vous pouvez faire un petit peu, comme sous la mentionné, un petit peu de recherche en savoir c'est quoi les valeurs de la personne, c'est quoi les priorités aussi de la personne. Parce que chaque député représente un parti au niveau fédéral et provincial, mais ça ne veut pas dire que ses priorités personnelles puis ses intérêts personnels cadrent avec toutes les priorités du parti politique. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu qu'est-ce que la personne pense
pouvez toujours aussi vous baser sur sa plateforme électorale de sa circonscription. Comme je le mentionnais, je me suis présenté au niveau provincial, aux dernières élections provinciales, lorsque Kevin Vickers était le chef. Puis moi, j'ai fait ma petite plateforme pour ma circonscription, parce que ma circonscription est largement rurale. Donc, j'ai vraiment essayé, puis je pense que ça a relativement bien fonctionné, parce que je n'étais pas connu du tout de ma circonscription, puis j'ai seulement perdu de 500 votes de la personne qui était déjà là. Megan Min. Donc, c'est ça. Si vous rencontrez une personne, vous pouvez toujours aller voir c'était quoi sa plateforme lorsque cette personne-là s'est présentée aux élections. Peut-être parler de la différence entre provinciale et municipale du début. Au niveau des élections, je dois dire que moi, j'ai plus apprécié la campagne électorale municipale. Parce que lorsqu'un candidat se présente au niveau de sa municipalité, il ne fait pas partie d'un parti. Donc, les gens veulent vraiment savoir qu'est-ce que cette personne-là peut apporter à la communauté. Tu n'as pas le bagage de ton parti, tu n'as pas le bagage de ton leader. Quand tu te présentes au niveau provincial, tu fais partie d'un parti. Donc, les gens ont déjà une idée préconçue de qui ce que tu es et qu'est-ce que tu représentes. C'est au niveau, on vient juste de le voir avec les élections fédérales, il y a certaines circonscriptions que le candidat était vraiment un rockstar, mais son parti n'a pas gagné à cause de X, Y, Z. Puis c'est pour ça que quand on va voter au niveau fédéral et provincial, souvent, on ne fait pas toujours la distinction entre le candidat qui se présente dans notre circonscription et le chef, parce qu'à la fin de la journée, c'est le chef qui va mener la province ou le pays. Donc, ça, c'est une chose que j'ai trouvée difficile au niveau de ma campagne provinciale parce que les gens n'étaient pas intéressés de savoir qui j'étais et qu'est-ce que je pouvais apporter à la circonscription. Puis, c'est sûr qu'il fallait avoir la carcasse un petit peu épaisse parce que des gens, ils vont détester les libéraux puis puis tu ne peux pas les convaincre que tu es une bonne personne que tu peux approcher, tu peux avoir une approche proactive à la communauté, on ne va pas. Mais il faut gérer ces choses-là. Puis au niveau municipal, c'est vraiment pas le cas. Moi, j'ai été relativement chanceux d'un certain sens au niveau de ma campagne municipale parce que Mme Cook est connue comme une communauté relativement libérale. Donc, le fait que je m'étais présenté pour le Parti libéral a fait en sorte que j'avais déjà comme un groupe de personnes qui m'appuyaient. Mais quand même, lorsque je faisais mes appels, puis laissez-moi vous dire que j'ai fait beaucoup d'appels. Je pense que j'ai appelé pendant chaque résidence à Mme Cook. Même si les gens avaient déjà une idée préconçue de qui j'étais, parce que j'étais labelé comme un libéral, ils voulaient quand même savoir qu'est-ce qui était ma vision, qu'est-ce que moi je voulais faire. Donc ça, c'est définitivement une chose à noter. Si vous voulez, plutôt, si vous voulez pas faire du lobby, si vous voulez avancer des projets, ou vous voulez développer des projets de votre communauté, puis vous approchez la municipalité, la première chose, c'est tout ça, un courriel ne fonctionne pas. Il faut vraiment pousser fort pour rencontrer les élus en personne. Puis moi, je vous dirais même d'essayer d'organiser d'essayer de rencontrer le conseil municipal durant une de leurs réunions ordinaires ou extraordinaires. Ça fait toute la différence. Parce qu'un simple courriel, je reçois tellement de courriels de tellement d'organisations que des fois, je ne les lis même pas. C'est triste à le dire, mais ma boîte de réception est remplie. Puis tu essaies de gérer ta boîte de réception, puis c'est des fois très difficile. Donc, si vous pouvez avoir une place sur l'ordre du jour d'une réunion municipale, déjà là, vous avez la moitié de la bataille de gagner. C'est sûr, si vous êtes capable de vous présenter au conseil municipal pour faire une présentation, assurez-vous de bien être préparé, évidemment, bien maîtriser le dossier. Je ne veux pas une municipalité en budget limité. On n'a pas tous les fonds de la planète. Donc, c'est certain qu'ils vont peut-être vous poser la question où est-ce que vous pensez qu'on doit couper pour investir dans votre projet? C'est pour ça que lorsque vous présentez un projet, c'est super important d'essayer de vous faire des alliés de la communauté avec d'autres organismes. Ça va loin. Si vous pouvez démontrer au conseil municipal ou aux élus que vous avez d'autres associations, d'autres organismes qui appuient votre projet, puis qui veulent travailler avec vous autres, ça va déjà loin. L'autre chose aussi,
je n'ai pas d'exemple en tête, mais disons que vous voulez développer un jardin communautaire, puis vous voulez vous demander à la municipalité de l'entretenir. Ben, oui, c'est des coûts additionnels à la municipalité, mais en même temps, vous devez argumenter que ça augmente la qualité de vie de la municipalité. Vous allez donner la nourriture cultivée à la food bank ou à l'école, la cafétéria. Ça va attirer les nouvelles familles. Donc, plus de familles, plus d'impôts fonciers, donc le budget de la municipalité augmente. Donc, c'est un petit peu vous argumentez pour vendre votre salaire. Restez intègre, n'essayez pas d'inventer des choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai récemment rencontré un groupe qui voulait développer un projet sur une rue, puis demandait à la municipalité de ralentir la vitesse de cette rue-là, parce que si on réduisait la vitesse de 10 km, je pense que la vitesse était 60, puis ils voulaient que ce soit à 50, parce que si la vitesse était à 50, ils pouvaient faire l'entrée de leur projet où est-ce qu'ils voulaient le faire. Puis on commençait à nous dire que toutes les entreprises de ce quartier-là étaient d'accord. Puis moi, avant de rencontrer le groupe, j'avais appelé moi-même les entreprises, puis j'avais posé la question, puis les entrepreneurs m'ont dit non, parce que premièrement, nos clients vont se faire premier par la police, nos camionneurs vont aller plus lentement, etc. Donc, c'est niaiseux, c'est à 10 km, mais c'est moi, ils ont perdu beaucoup de crédibilité quand ils ont essayé de m'en passer une petite vite pour me conter des histoires. À l'interne, c'est sûr que si vous pouvez parler le plus de gens possible de votre projet, ça aide au sein même du conseil municipal. C'est pas juste le maire. Si vous pouvez déjà vendre votre salaire à des conseillers, ça va aller loin. Si vous voulez vraiment avoir un allié, même peut-être un conseiller qui veut faire partie du projet, ça va encore plus loin parce que là, vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va militer pour votre projet au sein du conseil. Au niveau provincial ou fédéral, je n'ai pas beaucoup d'expérience au niveau fédéral, mais je pense que c'est pas mal la même chose. Ne négligez pas le personnel qui entoure la personne qui est élue. Souvent, la personne qui est élue a tellement de dossiers. Lui, il faut qu'il fasse affaire avec tout le monde, que ce soit pour du monde qui perd leur job, pour patcher des trous, des nids de poules, etc. Mais si vous pouvez déjà développer une bonne relation avec le personnel qui entoure cette personne-là, ça va aller loin. Parce que souvent, c'est même ces personnes-là qui vont apporter les sujets à l'élu. Puis, l'autre chose, c'est, si vous êtes si vous voulez devenir des leaders communautaires pour faire des changements, pensez pas short term ce projet-ci. Pensez aussi au long terme de construire des relations avec ces personnes-là. Parce que si quelqu'un, un élu municipal, fédéral, provincial ou même le personnel qui entoure ces personnes-là refuse de vous écouter ou refuse d'appuyer votre projet, si vous brûlez le pont en disant que ils sont niaiseux puis qu'ils devraient vous appuyer tout ça, puis vous allez brûler les ponts pour les projets futurs. Donc ça, c'est une chose aussi à noter. Soyez pas trop agressif non plus. Ça va un petit peu avec l'idée de ne pas brûler le pont. Moi aussi, que je sais qu'un membre de la communauté a une personnalité très forte et très agressive, je ne vais pas être tenté à la rencontrer. Je vais toujours remettre mon rendez-vous et comme ignorer un petit peu les courriels qui rentrent. Donc, soyez courtois avec les personnes, puis ça pense à la long-term game aussi. S'il y a des gens parmi vous qui désirent vous impliquer en politique éventuellement, soit vous présenter ou peu importe, moi, je vous encourage déjà de commencer à vous impliquer au sein de vos associations locales. Je ne suis pas ici pour faire une riche politique ou rien comme ça. Je sais que la plupart d'entre vous, c'est plutôt pour mener des projets au sein même de soit l'association, la Fédération des jeunes francophones ou peu importe. Mais si jamais ça vous tente de vous lancer en politique éventuellement, je vous encourage fortement de déjà vous impliquer un petit peu au niveau de vos partis et au niveau de la communauté aussi. Moi, en fait, mon parcours, j'ai fait mes études à Ottawa. J'ai passé une dizaine d'années à Ottawa. Donc, quand je suis revenu à Memramcook, il n'y a plus personne qui me connaissait. Les gens me connaissaient un petit peu à cause de ma famille, etc., mais j'étais comme un petit peu, j'avais passé un petit peu aux oubliettes.
Puis, pour refaire mon nom, j'ai créé une chambre de commerce. La chambre de commerce avait tombé en écran puis qu'elle n'existait pratiquement plus. Quand moi, je suis revenu à Memramco avec mon bureau d'avocat, je voulais que la communauté d'affaires se mobilise et s'organise. Donc, j'ai créé la chambre de commerce. Je suis un des membres fondateurs. Puis, ça m'a donné énormément de crédibilité. À ce moment-là, quand j'étais en train de fonder la chambre de commerce, j'allais à des fonctions. À l'époque, c'était Brian Gallant qui était là. Et même Brian m'identifiait comme le président de la chambre de commerce de Memramco. Donc, ça paraît niaiseux et banal, mais ça donne quand même beaucoup de crédibilité, puis ça démontre beaucoup de sens de leadership au sein de votre communauté. Donc, vous impliquez au niveau des conseils d'administration, d'associations locales, va loin aussi. C'est sûr que juste siéger au sein d'une association vous donne la crédibilité, mais si vous pouvez devenir président puis démontrer vraiment votre leadership pour être un petit peu le visage d'un organisme, ça vous donne encore plus de visibilité et de crédibilité. Quoi d'autre? On parlait tantôt de bien maîtriser les dossiers. Puis soit à parler du fait que c'est des humains. Puis je pense que ça, c'est super important. Je pense que comme individu, on se doit tous d'avoir une culture générale assez large pour pouvoir justement connecter avec ces personnes-là d'une manière ou d'une autre. Par exemple, moi, je suis pourri au hockey, je connais rien du hockey, donc j'essaie de compenser sur d'autres sujets. Donc, si vous êtes à l'affût de ce qui se passe dans les médias, ce qui se passe au quotidien, vous lisez les journaux, au moins ça vous permet d'avoir des sujets de discussion pour connecter avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ils ne veulent pas juste parler de votre projet. Vous allez aller plus loin si vous développez une relation avec eux. Moi, je suis vraiment. Puis au Nouveau-Brunswick, c'est un bien pour un mal, je pense. On est une super de petite communauté. Comme le Nouveau-Brunswick, là, c'est pas gros. Donc, moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, là, quasiment 90% du temps, je connais quelqu'un que cette personne connaît. C'est juste de faire ce lien-là m'aide à connecter avec la personne. Je vais donner un exemple. Mon beau-frère est trésorier de Uni Corporation financière. Donc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de Uni, je demande s'il le connaît. Puis juste là, ça crée une connexion. Puis justement, j'étais à Bathurst il n'y a pas longtemps, puis j'ai rencontré le député provincial de Bathurst qui s'appelle, je sais pas, OK, il y a une brasserie à Bathurst, donc tu vois. Puis justement, il y avait travail uni avec mon beau-frère. Donc juste là, c'était comme, oh my God, comment c'est mon beau-frère? Puis comme c'était vraiment. Donc ça crée cette relation-là humaine. Puis ensuite, tu peux faire la pitch, si tu as une pitch à faire. Les politiciens aiment, puis faire du pouce un petit peu sur l'anecdote à Souk, elle a rencontré ce monsieur-là avec un petit potting green, puis il n'arrêtait pas de parler de son golf. Là. La plupart des politiciens aiment beaucoup de parler d'eux. Il y a peu de politiciens. Non, c'est vrai, comme il y a peu de politiciens qui n'aiment pas de parler d'eux-mêmes. C'est vraiment, c'est de maîtriser. C'est difficile, mais comme, puis ne répéter, c'est enregistré. Hein. Je ne vais pas nommer de nom, mais il y a un politicien en particulier c'est un super de good storyteller. Comme honnêtement, s'il ne serait pas politicien, il ne pourrait pas en faire du stand-up. Il est hilarious. Mais c'est difficile à vendre ton projet parce que il parle tellement de lui puis de. En tout cas, c'est overwhelming, mais c'est juste comment il faut vraiment essayer de maîtriser la conversation pour faire ton chemin pour arriver à tes points des fois. Donc ça, c'est vraiment difficile. Attendez-vous à ça. Donc, soyez très attentifs aux cues. Des fois, ils vont comme parler quelque chose, et hop, tu peux passer, tu peux parler de quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est super important. Suivre par courriel, ça, c'est super important. Parce que si je rencontre quelqu'un qui m'envoie un courriel de suivi, je vais l'avoir dans ma boîte de réception. Puis à chaque fois que je passe mes courriels avec ma fringe, toutes les affaires que j'ai à faire tous les projets que j'ai sur la planche, au moins, je vais avoir un courriel qui va me rappeler, OK, il faut que je deal avec ça. Et l'autre chose, si tu envoies un courriel, que ce soit au maire, au député provincial, au fédéral, eux peuvent transférer ce courriel-là à leur staff, puis ils ont tout occupé de ça. Puis là, il y a un paper trail de comme, qu'est-ce qui a été dit, puis ça aide beaucoup. C'est pas mal
ça pour moi. C'est ça. Moi, je suis moins ça. Je suis moins tant que ça. Non, c'est super. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis déjà, je me suis noté des questions que vous en avez pas là cet après-midi. Mais ça aide déjà, juste ça que tu as mentionné pour le courriel, c'est comme, ben oui, ça fait un rappel, puis en même temps, c'est ça, tu as le suivi de la rencontre. Quand c'est des petites choses, des petits détails, mais je pense que c'est important de le savoir, puis c'est pas des choses qu'on connaît tous, puis c'est normal que vous le connaissez pas, comme, gars, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris des petites choses, parce que même moi, comme il y a, je veux dire, je fais pas de rencontres politiques, c'est vraiment intéressant. Chaque atelier qu'on a fait jusqu'à date, moi-même, j'en ai appris beaucoup. Fait que déjà, vous avez peut-être même plus d'informations que monsieur et madame tout le monde en ce moment, à la fin de la journée. Donc, vraiment, je veux lancer la parole. Vous pouvez le mettre dans le chat. Si vous avez des questions, n'importe quoi, je vais vous donner on va prendre un petit minute de silence, c'est correct. On va accepter le silence en mode virtuel. Sinon, moi, je pense à des questions là aussi. Là. Moi, je voulais ajouter quelque chose aussi. Choose your battles. Si vous rencontrez un politicien ou qui que ce soit, je donne un exemple. Si vous rencontrez un politicien puis dans la conversation, il fait un commentaire sexiste, vous pouvez le remettre à sa place si vous voulez, puis je vous encourage de le faire, mais en même temps, si vous coupez, c'est ça, des fois, comment dire ça, pour the greater good, là, comme des fois, c'est juste laisser un commentaire passer pour atteindre l'objectif que vous êtes là pour. Je ne dis pas d'accepter des commentaires sexistes ou discriminatoires ou peu importe, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est juste que, moi, je vais vous donner un exemple, je suis très, très sensible par rapport à mes droits linguistiques. Je suis probablement très bien connu au sein du commissaire aux langues officielles, les gens me connaissent sur un first name basis. J'ai en fait dépassé une centaine de plaintes dans les derniers 4 ans. Puis, mais en même temps, comme, à un moment donné, c'est comme, il faut aussi que tu piques tes batailles parce qu'à un moment donné, moi-même, j'ai seulement tellement de temps, puis le commissaire aussi. Donc, c'est juste de ce concept-là, de ne pas être trop sensible par rapport à certaines choses si vous avez un objectif en vue. Non, c'est un bon point. Puis une chose c'était une chose aussi dans une atelier qu'on avait fait, on avait une liste de quoi faire, ne pas faire. C'était comme parler en anglais à une rencontre, justement. C'était comme, évidemment, on aimerait ça le faire en français, mais gars, si c'est le seul moyen de faire passer le message, on va se rejoindre à mi-chemin. Fait que c'est un très bon point, ça, Maxime. Pendant que vous pensez à des questions, moi, j'en ai une. Parce que j'ai entendu que des fois, on peut avoir une rencontre politique que ça dure juste 15 minutes. Puis je trouve que 15 minutes, c'est petit, là. Comme pour vous donner une idée aujourd'hui, comme chacun, soit avait 30 minutes, Maxime avait 30 minutes, puis ils l'ont quand même utilisé. Fait que ça peut passer vite, 15 minutes. Puis je me demande peut-être, si tu peux dire, genre, c'est quoi le plus court que tu as eu, puis c'est quoi le plus long que tu as eu dans ton expérience. Puis Maxime, peut-être nous dire que toi, comme maire de Memramcook, tu te réserves d'habitude combien de temps pour des rencontres? Si à un moment donné, ce 1-1-là, je sais que tu avais mentionné aussi, ça peut être juste avec le conseil municipal, mais parler de cet aspect-là du temps, puis comme j'imagine, ça a beaucoup d'impact dans la préparation là aussi. Là. Vous pouvez avoir des rencontres politiques qui durent 5 minutes. Si vous rencontrez un élu à une random place, puis que vous avez la chance de leur parler pendant 5 minutes, faites-le. Et prenez la peine d'établir contact. Le 5 minutes, là, c'est ton elevator pitch. Tu veux que la personne soit intéressée en ta personne. Ça fait, il faut que tu aies de l'air intéressante de la façon que tu veux. Il faut que tu captes leur intérêt par rapport à ton projet, sans trop entrer dans les détails, parce que les détails peuvent faire peur des fois. Je sais que ça sonne triste, là, mais c'est juste de faire le pitch, puis d'avoir la chance de se serrer la main ou de donner un coup de coude. Ben, pas de donner un coup de coude, de donner un coup de coude. Pas de donner un coup de coude, mais vous comprenez ce que je dis, là, le COVID handshake. Si vous avez au moins la chance de faire ça, puis de dire on se parle plus tard, vous décollez chacun de vos côtés, t'envoies un courriel à la fin pour dire c'était bien de vous rencontrer aujourd'hui, de vous croiser aujourd'hui. Est-ce que ce serait possible de prendre une rencontre dans les prochaines semaines? Ça, c'est une rencontre politique de 5 minutes, puis c'est le pitch que vous avez besoin. Sinon, des rencontres serrées, là, c'est 10, ils vous disent 15 minutes, mais quand tu es rendu à 7 minutes, ils regardent dans leur âge, puis ils ont déjà hâte que tu sortes. Là, tu le sens, tu le sais, puis c'est correct. Là, quand ils sont coincés, des fois, tu as des rencontres dans le lobby politique à la Chambre des communes, puis ils ont besoin de rentrer à la Chambre. Ça fait juste comme un in-between. Puis ça, c'est encore la même chose. Moi, je dirais,
faut que vos points soient concis. Réalisez que vous n'aurez pas le temps de présenter le plein mémoire en 15 minutes. Puis, si vous pouvez ne pas utiliser le plein 15 minutes, vous allez être des bons amis à ces personnes-là parce qu'ils apprécieront que vous respectez leur temps. Vous faites le plus bref possible, mais le plus complet possible. Vous donnez toutes les informations nécessaires. Puis, vous vous assurez de faire un suivi après cette rencontre-là ou de trouver un autre temps pour une rencontre. Vous n'avez pas jamais, ever besoin d'être satisfait du temps qui vous a été donné. Je ne comprends pas. Il y a peut-être un élu qui vous dira le contraire, mais si vous n'êtes pas satisfait de la discussion de 15 minutes que vous avez eue de 7 minutes, que vous savez que votre message n'a pas eu la chance d'être présenté correctement, prenez ces 15 minutes-là pour au moins faire comme une fondation de relation. T'sais. Time and place, des fois, on n'a pas la chance de pitcher notre plan D, puis ça, c'est correct, il faut juste l'accepter. Mais c'est comme, on parle tout le temps du long run, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Des fois, ça fait comme un sprint, mais si vous êtes capable d'établir des contacts, vous serez capable de bien faire comprendre votre projet. Puis éventuellement, vous aurez le droit à une rencontre de 30 minutes. 30 minutes, c'est réaliste, mais 20 minutes, ça se passe bien d'habitude. Ouais. Je suis d'accord qu'une réunion de 5 minutes peut être autant bien qu'une réunion d'une demi-heure, parce que, puis on l'apprend même à l'école de droit. Si jamais il y a des personnes d'entre nous qui vont prendre leur cours de droit, puis dans un cours de plaidoirie, l'enseignant nous l'a dit que les juges et le jury, normalement, écoutent le début et la fin. Ce qui se passe en haut, c'est un blur. Donc, même les élus, normalement, ils ont tellement de choses sur la tête que si tu vas trop dans les détails, tu vas les mélanger, puis ils vont pas s'en rappeler. Donc, c'est vraiment, si tu veux au moins que l'élu en tant que tel embarque dans le projet, c'est vraiment d'avoir un pitch très précis, puis ça peut être très efficace pour la suite des choses. C'est pour ça, honnêtement, comme une réunion d'une demi-heure avec des ministres, si moi je rencontre des ministres, une rencontre d'une demi-heure, on va parler au moins comme 15 minutes de parler de choses personnelles pour avoir une fenêtre, on va parler des détails ou des projets pour 10 minutes. Donc, c'est pas nécessairement la longueur de la réunion en tant que telle, c'est plus comment tu présentes ton projet, puis les suivis par la suite aussi. Je rajouterai à ça, dans une rencontre politique, là, vous allez le voir, les 5 minutes que Maxime vous parlait, je pense qu'une des pires situations que je vois là, qui se produit souvent, c'est que le monde a un pitch de préparer, de pré-rédiger, parce que des fois, on apprend encore comment ça fonctionne. Puis ça, c'est correct, c'est pas ce que je vous dis. Mais les gens ont le réflexe de cracher le pitch le premier 5 minutes. Mais vous risquez pas d'avoir leur attention dans le premier 5 minutes parce qu'ils arrivent d'une autre rencontre, ils viennent de s'asseoir, sont tous essoufflés parce qu'ils ont mal aux pieds, parce que, tu sais, je sais pas, ils marchent en talons hauts dans une chambre des communes pendant 50 heures semaine. Là, ça fait, vous allez le voir, vous allez le filer. Ils s'assoient dans leur chaise, ils sont comme, OK, je suis en rencontre, je sais pas qu'est-ce que je fais. Éventuellement, ils vont vous parler. Puis d'habitude, c'est après qu'ils ont pris parole pour la première fois ou qu'ils vont pitcher une idée que tu vas voir qu'ils sont engagés, puis c'est là que tu donnes le pitch de 5 minutes. C'est pas en rentrant parce que sinon, c'est trop sec. Puis moi, je vous recommande de laisser l'élu ajouter sa propre formule, son propre style à la conversation. Donc, parce que si vous présentez un projet, puis l'élu a une idée de ce qu'il pourrait faire avec votre projet, moi, je vous recommande d'explorer ces idées aussi. Parce que si vous dites non, c'est pas ce qu'on veut faire, il va déconnecter parce que vous rejetez son approche aussi. Donc, c'est plutôt, si vous présentez un projet, moi, je vous recommande de le faire dans le cadre d'une conversation, pas d'une présentation PowerPoint. Yeah. Good luck. Bravo si vous êtes capable d'apporter un PowerPoint en rencontre politique. Merci beaucoup, c'est un bon point. C'est vrai que maintenant, le 15 minutes, t'es comme, c'est peut-être pas si pire que ça. Juste à 15 minutes, c'est vrai que ça s'allonge pas autant. Fait que je vais laisser Simon, tu peux y aller, puis après, Emma. Oui, j'ai juste un commentaire à faire sur ce que vous mentionnez, puis les rencontres politiques courtes. Donner un exemple qui est arrivé mercredi. On a rencontré le ministre Cardy. On recevait un prix, le GFNB, pour notre 50e. Et je l'ai rencontré dans le corridor. J'ai dit « Allô ». Il a parlé avec Pascal, il a dit 2 phrases, il est parti s'asseoir. Et dans mon discours de remerciement du prix, j'ai mentionné l'éducation civique, le vote à 16 ans. Et après la rencontre, il est venu nous dire « Hey, on travaille actuellement sur l'éducation civique, puis le vote à 16 ans, c'est sûr, là, mais qu'on ait l'éducation civique, on va le faire, le vote à 16 ans, je vais pousser pour. » Puis, tu sais, c'est juste des petits exemples comme ça que des fois, ça n'a pas besoin d'être une grande rencontre formelle non plus, puis de présenter. Des fois, c'est juste un petit clin d'œil à ton projet.
Mais évidemment, on en avait déjà parlé avec le ministre Carly d'éducation civique et de vote à 16 ans, mais un petit clin d'œil à ça pour y rappeler, hey, oublie pas, l'éducation civique, le vote à 16 ans. Puis il est venu nous voir après pour nous dire, hey, oui, on travaille dessus. Donc, des fois, c'est pas long des rencontres politiques, mais des fois, le petit pitch vaut la peine. Là. Très bon point, Simon. Emma. C'est un peu plus une question personnelle. Vous avez toutes les deux étudié en droit. Avez-vous des astuces pour quelqu'un qui voudrait s'en aller en droit? Moi, ça fait juste 1 mois que je suis là-dedans. Peut-être, là, c'est Maxime, mais non, ouais, je sais pas. Prenez votre bac au sérieux. Actually, non, j'ai un tip, actually. Puis, je sais pas si toi, tu es de cette école de pensée-là, mais faites un bac avant d'aller en droit. C'est chacun sa liberté de le choisir. Là, on a la possibilité de faire... Il y a des gens qui rentrent en droit après un 2 ans ou 3 ans de bac en common law. Puis moi, je ne le recommande pas là. Parce que je trouve que si tu as un bac avant, ça veut dire que tu as des intérêts pour la société autres que le droit. Puis je ne pense pas que le droit en soi, c'est une fin. Je pense que c'est une façon d'arriver à ce qu'on veut voir en société. Ça fait... Je sais que ça sonne deep puis philosophique, là, mais c'est un peu intense de choisir des programmes d'études aussi. Moi, je recommande de prendre un bac avant. Moi, je dirais de rester ouvert parce que moi, je me suis lancé en droit en pensant que j'allais faire du droit international humanitaire plutôt. Puis là, à la fin, au courant de mon bac, j'ai développé un intérêt très particulier pour les droits linguistiques. Et la raison pourquoi je suis revenu au Nouveau-Brunswick, là, finalement, je fais du droit immobilier que j'adore parce que j'adore la relation avec mes clients. Le droit immobilier en tant que tel, je ne suis pas tellement passionné du domaine, mais c'est beaucoup plus la relation avec les clients. Donc, des fois, même si un sujet à la faculté de droit vous n'intéresse pas nécessairement, la pratique de ce droit-là peut être super intéressante. Puis, je vous encourage de vous impliquer aussi comme la revue de droit pour savoir combien bien rédiger des mémoires, etc., si jamais c'est le cas. Puis, oui, parce que là, Emma, je pense que tu viens de graduer cette année, hein, si je ne me trompe pas. Non, je suis juste en 11e. OK. Mais puis ça, c'est valable pour tout le monde. Je sais que ça n'a pas vraiment rapport avec des rencontres politiques, là, mais vous êtes dans un milieu académique, puis on est dans des milieux académiques, pour la plupart de nous autres, qui nous brainwash à nous dire que la seule chose qui est importante, c'est vos notes, là, puis de faire des 100% puis des A+. Puis je vous encourage à mettre toute l'énergie possible que vous pouvez mettre dans vos études, c'est super important. Mais comme à la fin de la journée, si vous avez resté isolé pour essayer d'avoir des 100%, puis que vous n'avez pas rencontré personne, que vous n'avez pas créé de lien, puis que vous n'avez pas compris comment mettre la matière en pratique en société dans laquelle vous vivez, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, là, mais il n'y a pas autant de valeur ajoutée. Ça fait... En tout cas, moi, les gens me répétaient que je n'ai pas rentré en droit pour mes notes de 100%, puis j'aime les répéter que je n'ai pas appliqué en droit parce que je faisais des notes de 100%. C'est un petit peu la même chose comme si quelqu'un va en médecine et qui n'a pas d'empathie, il ne va pas être un bon médecin. Exact. Donc, c'est un petit peu la même approche. Puis, moi, personnellement, j'ai adoré mon bac en droit. J'ai adoré mes études dans le droit. J'adore le domaine du droit parce que ça ouvre beaucoup de portes. C'est le genre de bac un petit peu photo, là, parce que tu peux finir avec un PDG d'une compagnie. Ça ouvre beaucoup de portes. Donc, pour moi, c'était un bon choix, personnellement. Bonne question. Oui, bonne question. Même si on a fait une tangente, mais c'est un bon point sur l'éducation. Il y a tellement de valeur ajoutée. Puis vous êtes appliqué avec la FGFNB, fait que je pense que vous voyez la valeur ajoutée de comme pas juste être assis à l'école. Mais moi, j'ai une question, je me demande, puis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, là, moi, je m'en suis préparée. C'est sûr que là, vous êtes appliqué dans la FGFNB, puis la FGFNB a un réseau, a une réputation, comme Simon l'a bien dit dans son exemple, comme vous ne passez pas inaperçu. Je me demande si jamais on a une cause personnelle qu'on veut amener de l'avant, on veut s'impliquer plus, comme on peut commencer comme individu. Comment commencer ce réseau-là? Comment être sûr de contacter les bonnes personnes? Si vous avez des pistes si jamais à un moment donné, monsieur et madame, tout le monde veut s'impliquer plus individu, c'est sûr que je pense qu'il y a moyen de rejoindre des groupes, mais ouais, comment commencer le réseau quand tu as l'impression qu'il n'est pas là? C'est toujours moi qui va first, but sincèrement, je nous souhaite qu'on revienne un peu à la normale, genre pré-COVID, dans le sens où les rencontres, comme les discussions corridors que vous allez avoir. Si vous faites partie d'un organisme, vous aurez la chance soit de participer à des événements, soit de participer à des rencontres. Puis en soirée ou pendant les lunchs, puis des trucs comme ça, vous allez parler à du monde à qui vous ne parleriez pas si ce n'était pas le contexte de cette rencontre-là.
Puis prenez la peine de jaser sans non plus comme si vous voulez garder votre idée à vous puis que vous ne voulez pas la donner à personne d'autre, comme qu'on veut tâter le terrain, genre, amusez-vous à parler de ces trucs-là pour voir c'est qui est intéressé là-dedans parce que vous verrez, là, vous allez être entouré de personnes qui sont passionnées, passionnantes, puis qui seront comme passionnées pour le reste de leur vie par rapport à plein de sujets. Puis qu'à la fin de la journée, qui ont besoin de, il faut prioriser nos priorités, là. Ça fait, même si on a 10 000 intérêts, des fois, on n'a pas la chance de se diviser en toutes. Mais prenez la peine de jaser de ce qui vous intéresse, que vous pensez qu'il n'y a pas d'organisme ou de réseau qui existe autour de ça. Parlez-en avec les gens, puis vous risquez de voir qu'il y a probablement plus de personnes qui sont intéressées par ça que vous pensez. À partir de là, vous êtes capable de vous créer un réseau d'intérêts, right, de personnes qui ont des intérêts similaires. Puis à partir d'un intérêt similaire, ça c'est du fluff, là. Je ne veux pas vous faire de la peine, mais l'intérêt similaire, c'est du fluff. Parce qu'on peut être intéressé, moi je peux être intéressée par de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que j'y connais rien puis j'investirai beaucoup de temps là-dedans, vous comprendrez. Après cette période d'intérêt-là, c'est là que vous commencez à trouver des personnes avec qui vous parlez d'établir comme... you set boundaries, vous établissez des limites à votre projet. Ça fait, OK, tu as un intérêt dans ça, c'est cool. Est-ce que tu serais intéressé si on mettait chacun 3 heures semaine à cette cause-ci pour essayer de structurer un organisme ou structurer un comité ou quelque chose du genre? Puis, parce que sans le commitment de certaines personnes, c'est là que ça décolle un peu comme, tu finis par être l'encre ou comme quand je dis l'encre, je ne veux pas dire l'encre comme le ink, là, mais je veux dire l'encre comme qui est assis dans le fond de l'eau, qui tient le projet là, mais il n'y a personne pour le tenir là avec toi, puis ça, c'est épuisant, puis c'est pas réaliste de mener ça tout seul. C'est ça, c'est de s'assurer qu'il y a du time commitment des autres parties aussi. Moi, j'ajouterais de ne pas avoir peur. Si, par exemple, tu es intéressé par un certain sujet, puis tu vas voir un groupe une association qui met en valeur ce sujet-là, puis tu ne te sens pas nécessairement bien dans le groupe pour X raisons, par exemple, tu aimes le hockey, tu le connais du hockey, c'est pas juste parce que ta première réaction, c'est que tu ne te sens pas nécessairement à l'aise de ne pas y retourner comme... Exemple, la FGFNB, moi, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas participé à les activités parce que je ne me sentais pas nécessairement à l'aise de le faire, parce que je venais de Bramco, j'étais comme un redneck de Bramco. Donc, si j'aurais vraiment, je m'aurais poussé, j'aurais probablement plus profité du réseau Associé de jeunesse à l'époque. Donc, soyez pas intimidés par des associations, des groupes de gens ou peu importe. Tout le monde est humain, comme on l'a mentionné tantôt. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Une chose que, en fait, super de bons commentaires par rapport à n'essayez pas de mener un projet seul. Une des choses qui m'a énormément aidé dans tous mes projets, c'était de bien m'entourer. Assurez-vous d'avoir une équipe forte, des gens qui veulent travailler avec vous. Tu sais, j'ai gagné une campagne électorale, mais ce n'était pas tout seul. Des gens qui mettaient mes enseignes, des gens qui m'aidaient avec les communications. J'ai un bureau d'avocat, mais j'ai des collègues qui m'aident à le gérer. Donc, l'équipe, les gens qui vous entourent, c'est super important pour le succès que vous allez connaître de votre vie. Ça, c'est sûr. Merci, très bon point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai un commentaire. Moi, je vous encourage, si jamais vous voulez présenter un projet à des élus, je vous encourage d'essayer de créer un momentum avant même d'aller les voir. Parce que souvent, les élus vont embarquer si le bandwagon est déjà commencé. Puis si vous créez, comme si par exemple les journaux parlent déjà de votre projet, puis ils ont comme vu les grandes lignes de votre projet, ben là, ils vont avoir des questions à vous poser. Donc, si vous créez un momentum avant même de les rencontrer, ça va beaucoup vous aider. Oui, ça, comme c'est super pertinent, en fait. Je pense que, comment je dirais ça? On a le réflexe de nous protéger des médias, OK? Puis ça, vous allez l'apprendre, là, puis je pense que c'est justifiable, mais on nous dit souvent de faire attention à ce qu'on dit aux médias, que comme les médias, c'est les bad guys, puis qu'à la fin de la journée, ils essaient juste de comme déformer ton histoire pour te faire mal paraître. Puis, oui, mais nous, on est lobbyistes, là, ça faut pas oublier ça. Utilisez cet outil-là. Ayez pas peur, vous allez faire face
Puis vous allez faire face à des journalistes des fois là, qui essaient de creuser un petit peu trop creux. Puis c'est juste ça, c'est comme de set ces boundaries. Là, c'est pas ça l'objectif de la rencontre, de cette formation-ci. Ça fait, je vous n'avez pas un plein rundown, mais apprenez à bien utiliser l'outil qui est l'entrevue, parce qu'à partir de l'entrevue, c'est comme Maxime vient de le dire, si on est capable de créer un engouement en communauté par rapport à ça, ben ça va faire parler le monde. Puis si le monde parle, ben tu sais, c'est un peu le principe de la démocratie, de l'idée qui monte du bas puis qui réussit à remonter vers le haut. Là. Si la société l'accepte, les élus devraient l'accepter éventuellement, de quelque façon. Puis en tant que leader communautaire, vous êtes encore jeune, vous êtes en train de bâtir votre portfolio. Vous êtes en train de bâtir votre image de qui vous êtes. Puis, au fur et à mesure, je vais vous donner un exemple. Si un projet est appuyé par Frank McKenna, les gens aujourd'hui pensent wow, c'est un projet qui est sérieux. Parce qu'il a bâti une image, que c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui met la main à la pâte, qui travaille fort, etc. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans des projets, c'est difficile à dire, faites attention à votre image, mais en même temps, c'est vrai, il faut faire attention à votre image, puis vous voulez avoir la crédibilité, puis vous voulez être quelqu'un d'intègre. Vous voulez que les gens pensent, OK, si cette personne-là fait partie de ce projet-là, c'est un projet qui est sérieux puis qui va probablement aboutir à quelque chose. Puis je vais revenir à l'idée de la Chambre de commerce. Quand j'ai lancé la Chambre de commerce, moi, j'ai beaucoup joué avec les médias. Moi-même, j'ai contacté des journalistes, hey, puis faire une histoire sur la Chambre de commerce de Memramco qui est en épanouissement, puis on vient juste de la recréer, etc. Donc, du jour au lendemain, on parlait de la Chambre de commerce de Memramco, de l'Acadie Nouvelle, puis tout à coup, les gens de la péninsule acadienne, puis Rogersville, m'appelaient pour savoir comment on faisait pour créer une Chambre de commerce avec tellement de momentum au sein d'une petite communauté. Donc, c'est super pertinent d'utiliser les médias à votre avantage pour vos projets. Merci à vous deux. Je vais laisser le temps s'il y a d'autres questions, mais je vais prendre le temps de dire merci à tout le monde. Merci d'être là un samedi après-midi quand même. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis à Ottawa puis il fait super beau. Fait que merci d'être devant votre écran. Je ne sais pas s'il fait beau au Nouveau-Brunswick. On avait de la pluie, nous autres, à Ottawa cette semaine. Fait que je ne sais pas si c'est rendu de votre côté. Mais merci encore. Puis j'ai racheté la formation du PGP à titre d'information, mais pour l'atelier, comme si vous avez d'autres questions, la FGFNB a vraiment beaucoup de connaissances, fait qu'oubliez pas, vous pouvez vous rediriger. Vous avez toute l'équipe d'employés à la FGFNB, vous avez aussi Simon, il l'a dit, il a de l'expérience quand même, il a mentionné de l'expérience. Vous avez des gens autour de vous qui ont de l'expérience, donc négligez pas ça. J'espère que ça a planté une graine de votre côté. Que ça soit un intérêt, je veux dire, moi, je pense pas que je vais faire des rencontres politiques, puis à chaque fois, ces ateliers ici, je les trouve intéressantes parce que je comprends un petit peu plus comment ça se passe dans toute cette machine-là politique, puis comment que des choses qui me tiennent à cœur vont peut-être être avancées. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, merci encore à Soupi Maxime. Je vais arrêter l'enregistrement. Oui, est-ce que je peux faire du quiz sur le PJP? Oui, vas-y, oui, certainement. OK. Ça fait comme flashback comme 5 ans passés, là. Ça fait pas. Non, peut-être un petit peu plus. Non, comme 5 ans passés. J'avais peur de participer à une simulation parlementaire. So, si vous êtes là, hear me out. J'avais peur de participer à une simulation parlementaire parce que je trouvais que je parlais pas bien, que je parlais pas bien comme la politique, puis que je comprenais rien à la politique. Ça fait. Si vous avez comme any sorte de comme peur par rapport à une simulation parlementaire, oubliez-la, mettez-la de côté, puis inscrivez-vous. Parce que sincèrement, j'ai fait beaucoup d'événements jeunesse, puis ça fait définitivement partie de mes tops. Même si vous n'êtes pas nécessairement mordu de politique, c'est pas pour des nerds de politique. Là. Si tu es nerd de politique, tu vas l'apprécier, mais comme tu n'as pas besoin d'être nerd de politique pour apprécier ça, parce que ça finit par être comme il y a du sérieux dans le processus, mais il y a aussi un petit peu de farfelu, puis comme un storyline qu'on finit par créer. Ça fait, en tout cas, sincèrement, comme je vous encourage super fortement à y participer, même si vous pensez que c'est pas pour vous. Puis en parlant de mettre votre peur de côté, je sais que la FGFNB parle souvent d'insécurité linguistique. Moi, j'étais comme le poster child de l'insécurité linguistique en grandissant. Je vais donner l'exemple quand je suis parti de Moncton pour aller étudier à l'Université d'Ottawa. Mes premières années, si je voulais poser des questions, j'allais les écrire sur un morceau de papier à me déposer pour m'assurer de ne pas faire de fautes. J'étais super conscient de mon accent, mon vocabulaire, puis juste toutes les fautes de français que je faisais toujours. Mais c'est pas.
ne laissez pas ça vous retenir de quoi que ce soit. Oui, c'est important d'essayer de faire l'effort de mieux articuler, mieux s'exprimer, mieux s'exprimer le mieux possible. Mais en même temps, c'est pas un handicap, c'est qui vous êtes, puis juste aller de l'avant, puis n'ayez pas peur de faire des fautes, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Puis tout le monde, d'un océan à l'autre au Canada, fait des erreurs quand il parle, donc on est humain à la fin de la journée. Ouais, très bon point. Puis c'est ça, comme c'est pan-canadien. Comme vous allez voir que comme si on dit que le Nouveau-Brunswick a un accent, croyez-moi, les Franco-Ontariens ont un accent, les Franco-Manitobains ont un accent, tout le monde a un accent. Comme ça vient avec l'unique. Puis on a vraiment, c'est une belle gang. Puis je tiens à rajouter, là, comme tu disais, soyez pas intimidés. Moi, je travaille avec le cabinet du PJP, c'est des anciens participants de la dernière édition. Puis c'est un petit peu mon comité jeunesse. Puis c'est tellement leur mission de faire sûr que notre PJP cette année soit accessible pour les nouveaux. Comme on n'arrête pas de se poser des questions, ouais, mais si on fait ça, ça va pas être malin pour les nouveaux. Comme on vraiment s'attarde, puis on a déjà décidé comme on va être là. Fait que si vous avez des questions, comme ils sont vraiment dédiés à comme faire sûr que l'expérience des premières, que ceux qui vont le faire pour la première fois, ils veulent que ça soit bon. Fait que déjà là, j'espère que ça peut vous encourager. Ils tiennent à ce qu'ils savent qu'il y aura du monde qui vont le faire pour la première fois, puis ils vont faire sûr d'être comme, OK, ben on va être disponible pour répondre aux questions, là, comme on veut une place où ce qu'on peut discuter, puis il va y avoir des rencontres entre, c'est des caucus, là, mais je veux pas vous intimider par ces mots-là, mais il va y avoir des rencontres avec les autres députés, puis ça va être des moments d'apprendre, puis c'est fait pour apprendre. Fait qu'en fait, moi, je veux des gens qui connaissent pas la politique à mon événement parce que c'est tellement un bon moment. Comme moi, j'ai pas eu la chance de faire une simulation pan-canadienne, mais j'en ai fait une avec le PGA, avec Acadie. Puis je connaissais rien à la politique, puis j'en connais pas plus aujourd'hui, mais j'ai quand même, moi aussi, j'ai adoré cette expérience-là. Fait que c'est vraiment fait pour tout le monde. Puis c'est ça qui rend le plus intéressant. Fait que, oubliez pas, j'ai une gang dans mon cabinet moi, j'ai hâte que vous les rencontriez parce qu'ils sont vraiment dédiés à faire sûr que ceux qui le font pour la première fois aient une bonne expérience. Fait que j'ai vraiment hâte que vous soyez là pour les rencontrer. Fait que février, ça s'en vient plus vite qu'on pense. Fait que Simon, si tu veux, je sais pas si tu as une question, si tu veux rajouter. Ben, c'est juste un petit commentaire, là, mais parce qu'on parle du PJP, comme même si vous avez juste un petit intérêt pour la politique, même si vous ne connaissez rien là-dedans, comme c'est incroyable la quantité de choses que vous allez apprendre, là, comme juste à participer dans une simulation parlementaire, c'est vraiment le fun. Mais pour revenir à ce que tu disais, Sue, de vraiment bien connaître les différents paliers puis quel dossier qui est de quel gouvernement. C'est très important aussi dans le système scolaire parce que il y a différents pouvoirs qui sont dirigés par plusieurs différentes instances. Par exemple, si jamais que vous n'êtes pas content qu'il y ait de quoi qui est dans le curriculum, mais ce n'est pas la direction de l'école qu'il faut que vous allez voir. Donc, c'est très important quand vous préparez des rencontres politiques. Puis une rencontre politique, ça peut même être avec votre direction d'école, là. Donc, c'est important d'être conscient de qui s'occupe de quoi parce qu'on a la direction d'école, on a le conseil d'éducation, on a le district comme tel, comme les employés du district, et on a le ministère de l'Éducation. Donc, il y a plusieurs différents paliers de gouvernement qui s'occupent de différentes choses. Donc, c'est important de bien comprendre ça et de s'adresser aux bonnes personnes. Très bon point, Simon. Puis c'est ça, une rencontre politique, ça a différents niveaux, là, comme vraiment, ça a autant la valeur, la rencontre que vous aurez avec votre direction d'école, que le ministre Carly. Fait que super bon point, Simon. Merci de cet ajout-là. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.